C'était la météo sur France 3 avec la drometourisme.com. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour votre rendez-vous de l'info dans les Alpes. Au sommaire, ce mercredi 30 mars, le bilan record des douanes de Chambéry, stupéfiants, contrefaçons. Les saisies réalisées ont été exceptionnelles, des chiffres qui n'avaient plus été atteints depuis 6 ans. Nous verrons pourquoi. Et puis c'est une page de l'histoire du village de Mieuxy en Haute-Savoie qui se tourne avec la fermeture aujourd'hui de l'épicerie du village. Elle était tenue depuis plus de 150 ans par la même famille, la famille Braise. Enfin, nous irons nous faire tirer le portrait dans les rues d'Albertville avec cette proposition étonnante de la part d'un chorégraphe. Il vous porte dans ses bras, vous êtes pris en photo et vous retrouvez votre portrait exposé au théâtre de la ville. Toute une histoire à retrouver en fin de journal. Dans votre édition nationale avec Carole Gessler dans une grosse demi-heure, retour sur une journée marquée par le renoncement de François Hollande sur la révision de la Constitution. Faute d'accord avec l'Assemblée et le Sénat, le chef de l'État décide de ne pas convoquer le Congrès. Et puis l'exécutif sera demain une nouvelle fois à l'épreuve de la rue sur la loi El Khomri. Syndicats et organisations étudiantes ont appelé à une nouvelle journée d'action. Un jeudi noir en perspective dans les transports. Mais avant cela, un terrible accident mortel s'est produit en Haute-Savoie peu avant midi. Une voiture a pris l'autoroute A40 à contresens dans le sens Chamonix-Mâcon à hauteur de Bossé. Elle a heurté de plein fouet un 4x4 et le bilan est lourd puisque une personne est décédée, celle qui roulait en contresens. 2 blessés graves et 2 blessés légers ont aussi été relevés par les pompiers. Cet accident a nécessité l'intervention des centres de secours d'Annemasse et de Saint-Julien-en-Genevois ainsi que d'un hélicoptère. L'autoroute a été coupée, ce qui a généré 8 km de bouchons. On écoute les précisions du lieutenant Hip du centre de secours d'Annemasse. C'est quand même une intervention marquante, puisque bien sûr il y a eu mort d'homme, il y a eu une victime. Donc oui, effectivement, il y a eu aussi de la désincarcération. 2 véhicules ont été désincarcérés, la personne qui était décédée dans son véhicule, et aussi 2 personnes qui étaient en urgence absolue, incarcérées dans leur véhicule 4x4. Un niveau record de saisie par les douanes de Chambéry. Le bilan 2015 des opérations de contrôle qui s'étendent sur les territoires de la Savoie, une partie de l'Isère et de la Haute-Savoie concerne les stupéfiants mais aussi les contrefaçons. Des résultats en lien avec une augmentation des contrôles en raison du risque terroriste. Maxence Regnault et Jordan Guéant. Monsieur, bonjour. C'est un contrôle des douanes. Vous arrivez d'où? Vous allez où? C'est une routine sur les péages de Savoie. Chaque jour, des dizaines de véhicules légers et de poids lourds sont contrôlés par les douanes de Chambéry. Marchandises, cartons, colis, tout est inspecté. Donc là, on a un petit chargement, donc il y a ce colis qui est assez léger, sans indication. Donc on va regarder ce que c'est dedans pour voir si c'est en cohérence avec les documents présentés. Pour ce camion venu de Roumanie, aucune infraction n'est constatée. Ce sera également le cas sur tous les poids lourds contrôlés dans la matinée. C'est vraiment aléatoire, il n'y a pas de chiffres précis qui disent au bout de 10 camions on en aura intéressant. C'est vraiment aléatoire et c'est à force de chercher, etc. qu'on peut avoir un camion éventuellement intéressant ou une voiture intéressante. Et une voiture justement, il va y en avoir une intéressante pour la douane et Gwen, son chercheur de stupéfiants. Dans un sac, il va trouver 4 grammes de cannabis. Pour les 5 jeunes du véhicule, ce sera une simple amende et la confiscation des stupéfiants, bien loin des 420 kilos saisis l'année dernière par les douanes de Chambéry. La mission principale des contrôles, c'est la lutte contre les grands trafics. C'est lutter contre le trafic international de grandes quantités. Ça, c'est des contrôles qui sont réalisés parce que ça fait partie de nos missions, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Le cœur de métier est vraiment la lutte contre, essayer de trouver des grosses quantités de stupéfiants ou des grosses quantités de contrefaçons, par exemple. En 2015, les douanes chambériennes auront saisi 16 kilos de cocaïne et 227 000 articles contrefaits. Mais dans le cadre de l'état d'urgence, elles auront surtout saisi 15 armes à feu et interpellé 2 personnes, faisant l'objet d'une fichesse. Voilà, une fichesse, cela correspond à une fiche du renseignement pour risque terroriste. À Aix-les-Bains, les médecins venus de toute la France se retrouvent actuellement pour la 61e semaine de rhumatologie. Un congrès national animé par les plus grandes pointures de la région dans le domaine. Xavier Schmitt et Vincent Abran. Soulager la douleur,
Une priorité en rhumatologie. Le congrès dévoile quelques soins expérimentaux, comme la photothérapie, des ondes lumineuses anti-inflammatoires. Autre nouveauté, l'oxygénothérapie dans un caisson hyperbare. Elle agit comme un antalgique. C'est un peu le même principe quand les sportifs vont en altitude et quand ils font du sport de façon intensive, cet besoin d'oxygène, cette faim d'oxygène de l'organisme provoque des réactions. Bien plus scientifique, les conférences sur les innovations dans les traitements des rhumatismes. Recherche fondamentale ou pratique médicale, 200 spécialistes viennent informer ou écouter leurs confrères. Beaucoup d'internes aussi viennent peaufiner leurs connaissances. Nous, l'intérêt, c'est essentiellement de se tenir un peu informé des projets de recherche qui sont menés à travers la France. Quelles sont les nouveautés qui peuvent nous être proposées en termes pratiques ou en termes de recherche plus fondamentale. Et puis également, l'intérêt, c'est d'échanger de façon plus personnelle, plus individuelle avec les différents intervenants et avoir un petit peu un échange sur d'autres pratiques que ce qu'on peut faire chez nous à Grenoble. De l'arthrose à la lombalgie, l'éventail des pathologies est très large. Les médicaments progressent, mais ils sont prescrits dans une prise en charge globale. Et on garde toujours cette dimension médicamenteuse, mais on rajoute en plus une prise en charge globale qui va justement comporter des conseils sur le mode de vie, sur la façon de s'alimenter, sur bien entendu tout ce qui est exercice physique, lesquels sont bénéfiques, lesquels sont plutôt évités dans les différentes pathologies rhumatismales. Les rhumatismes se manifestent à tout âge. Les orthèses, les systèmes de maintien sont conçus sur mesure et désormais au goût du patient. Des conférences à la pratique à Chambéry. Les passants étaient invités à pédaler aujourd'hui pour la bonne cause, la lutte contre la mucoviscidose. Le Bike Day Challenge, c'est un projet monté par 4 étudiantes chambériennes au profit de l'association Grégory Le Marchal. 1 € reversé à l'association pour chaque kilomètre parcouru au compteur de ces vélos d'appartement. On écoute tout de suite une des organisatrices. On a dû attendre l'accord de la mairie, on a dû trouver énormément de sponsors. On a réussi à récolter plus de 900 € de budget de sponsors. Après, on est une dizaine de bénévoles. On est 4 qui avons créé l'événement, plus 6 autres bénévoles. Donc là, pour l'instant, ça leur devient tourner. J'espère que ça va continuer comme ça. Et vous le savez, demain est prévu un grand mouvement de grève dans les services publics contre le projet de loi Travail El Khomri. Toutes les administrations devraient être touchées, ainsi que les services de transport et particulièrement la SNCF. Le trafic devrait être de 2 TGV sur 3 sur l'axe sud-est. Et pour les TER, 1 train sur 3 en moyenne, mais 1 train sur 4 concernant les TER entre Lyon et Chambéry, Annemasse ou Annecy. Et puis je vous invite à consulter notre site internet France 3 Alpes avec toute une palette interactive concernant les réseaux de transport en commun locaux. On en vient à la question du mal logement. Hier, l'association Un Toit pour tous, parrainée par la Fondation Abbé Pierre, a communiqué les résultats d'une enquête auprès des personnes mal logées en Isère. Elles sont de plus en plus nombreuses. On voit cela avec Jérôme Ducrot. Insalubre, non décent, non-respect du règlement sanitaire et social. Tous ces mots renvoient à une situation de mal-logement. Comme tous les ans, Un Toit pour tous, partenaire de la Fondation Abbé Pierre, a rendu son rapport public. En Isère, on tire la sonnette d'alarme. 2500 personnes seraient sans solution de logement dans le département, dont la majorité dans l'agglomération grenobloise. D'où l'émergence de bidonvilles. Autre fait inquiétant, le parc de logements sociaux est en deçà de ce qu'impose la loi SRU. Il manquerait 10 000 logements sociaux dans le département. Enfin, 122 000 ménages ont des ressources financières limitées. Ces derniers n'ont pas les moyens d'entretenir leur maison ou leur appartement. Le mal logement, une situation qui s'aggrave au fil des ans avec la crise. Une page d'histoire qui se tourne, racontée maintenant par Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette. Elle va fermer son rideau ce soir à Mieuxy, définitivement. Celle qu'ils appellent Babette, l'épicière du village. Celle qui, pendant plus de 50 ans, a ouvert ses portes. Du pain, des journaux, du tabac, du fromage et surtout des histoires à raconter qu'ils se remémorent tous aujourd'hui de passage chez la Babette.
Babette, depuis le temps que je la plante. Oh, merci. Marinette Vert. Oh, c'est trop beau. Pour toi, pour le printemps, pour ta nouvelle vie. Elle a bien travaillé, beaucoup pour maintenant. Elle va faire autre chose. Elle va profiter d'autre chose. Voilà, merci Cathy. Bon, allez, hein. Moi, je t'ai pas offert des mouchoirs. Hein. Dur aujourd'hui. Ce matin, Babette a perdu sa gouaille des bons jours. Émue, la Babette, quand elle rend la toute dernière monnaie après 45 ans de service dans l'épicerie familiale. On est un peu né avec Babette, nous. Hein. Moi, ça a commencé par les bonbons. Je crois que Babette était la première à savoir qu'on fumait. Et puis les clopes, les bouteilles pour l'apéro et tout ça, quoi. Complice, la Babette, elle les connaît tous, les enfants du village. Ceux qu'elle appelle Cocotte, Mimi et Kiki. Ceux qu'elle a vu débouler en culotte courte dans l'épicerie 30 ans après elle. Moi, j'aimais pas beaucoup l'école quand même. Hein. Et en récréation, je venais passer mes récréations ici au magasin. Et quand j'entendais taper la maîtresse, eh ben, je retournais dans la cour. Babette jouait déjà à la marchande. C'est une histoire de famille. 5 générations de quincailliers épiciers sur la route des vacances à la neige. C'était les négociants depuis 1860, quand ils se sont installés à Mieuxy, puisqu'ils venaient d'origine de Morzine. Et puis ensuite, eh bien, ils font évoluer le magasin. Ils ont même créé plusieurs magasins dans la région. Mais ici, on passe forcément de 5h45 à 20h, 7 jours sur 7. Alors, grognon, la Babette, forcément. Certains matins sont plutôt chagrins quand il faut servir le fromage, les cigarettes, mais aussi l'écoute et le conseil. C'est un peu de la famille quand même, quelque part, les gens qu'on voit chaque jour comme ça. Et ça, c'est assez difficile. Tout ça aussi, ça fait partie et c'est dur à porter. Hein. Franchement, là, cette année... On l'aime, elle est dans nos cœurs et puis voilà. Ça va s'arrêter, puis c'est comme ça. Mais c'est comme ça. C'est une très bonne chose. Alors, démarre bien. Hein. Merci. Prends pas la... Ouais, non. Prends pas le gris, hein. Non, essayez. Ah oui, des fois, quoi. 7,50, s'il te plaît. Retraitée, la Babette, ce n'est pas encore dans son vocabulaire. Soulagée, certainement, mais déjà regrettée. On passe au sport avec les championnats de France de ski alpin qui se sont achevés ce matin au Ménuire, en Savoie, avec la descente masculine. En l'absence de quelques ténors blessés en Coupe du Monde, c'est la jeune génération qui a pris le dessus sur les anciens. Sur place, le reportage de Daniel Despin et Didier Alban. Ce matin, au départ, il y avait les valeurs sûres de la Coupe du Monde, Théo, Poisson ou Claret, et puis les jeunes loups, Giromoine, Guy Zandaner et Sarrazin. En jeu, le titre de champion de France de la reine des disciplines, la descente. Départ canon, ligne tendue, courbe sans fin, et à l'arrivée, un seul juge, le chrono. Aujourd'hui, c'est aux jeunes qu'il a souri. Valentin Giromoine en tête, qui rentre dans la cour des grands. Enchaîné jusqu'à l'arrivée, le temps final, 1:07:60, c'est le meilleur temps. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on en fait partie surtout. Des bons descendeurs français, donc moi j'ai essayé de faire mon ski tout l'hiver et j'ai continué. Ça a bien marché en fin de saison. J'espère continuer là-dessus. Dans son sillage, les autres espoirs de demain. Cyprien Sarrazin, le skieur du Champsor, et le chamoniard Blaise Guy Zandaner viennent compléter le podium. Le seul moyen d'aller les chercher devant, c'est de tout donner et jouer sur l'engagement. Je savais que devant, ils avaient une moins bonne visibilité. Du coup, j'ai dit, faut tenter la chance et j'y suis allé à fond et ça a payé. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup regardé le ski à la télé et ça m'a fait... Je me suis jamais dit qu'un jour, je serais à la place de ces mecs et que je ferais ce qu'ils font. Donc c'est vrai que aujourd'hui, je suis fier de ce que je fais. Et le chemin est encore long. Hein. Je suis pas à la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée est encore loin, mais je sais que je me donne les moyens d'y arriver en tout cas. Exit Adrien Théo, David Poisson ou Johan Claret bousculés par la fougue des jeunes. C'est aussi ça une équipe de France, les anciens au coude à coude avec les espoirs. 1:08:08, il est en tête. On savait qu'ils marchaient très bien et voilà, ils ont confirmé en Coupe du Monde et c'est bien pour eux, c'est bien pour nous aussi parce que ça fait beaucoup d'émulation. C'est cool de pouvoir faire partie de cette équipe et pouvoir aussi être un peu à jouer devant, tirer son épingle du jeu sur certaines courses. Donc non, je suis assez content. Enfin, coup de chapeau au Niçois Mathieu Bellé, sacré champion de France de Super G il y a 2 jours et champion de France espoir aujourd'hui. Il aura 20 ans dans un mois. Finale 1:08:73.
Une autre façon de se faire plaisir sur les pistes, c'est le fat bike. Vous en avez peut-être croisé cet hiver dans les stations. Ces vélos d'un nouveau type conquièrent de plus en plus de randonneurs. Le fat bike, c'est tout simplement un vélo avec de gros pneus pour assurer l'adhérence. Julien Lecoq et Jean Jazet ont fait le test au Mont d'Or, dans le Puy-de-Dôme. Bon, les gars sont un peu barges. Ils sont montés à vélo en haut du Sancy avec des fat bikes, des gros pneus, vous voyez, sous-gonflés. Et donc là, ils attendent que tous les skieurs soient descendus pour descendre ensuite. C'est un vélo qui n'est pas performant, il va doucement, ce qui n'est pas au goût du jour, parce que souvent il faut aller au plus vite, au plus haut. Donc là c'est un vélo qui est plutôt cool, on va dire. Et puis c'est un vélo qu'on a simplifié, on a enlevé la fourche, la suspension pour revenir à des basiques, avec simplement des gros pneus qui font à la fois office de bien accrocher et d'un bon amorti. Attention Jenny, attention Jenny, attention Gilles, attention Gilles, attention Nico, j'arrive. Allez gros, attention la bosse. Ça tient bien la route quand même, parce que même si tu fais ça, regarde. Oh putain. C'est vraiment fun, franchement c'est hyper accessible, tu vois, c'est la première fois que j'en fais. Et on a fait déjà 2-3 descentes, les sensations de glisse sont hyper prenantes, t'es facile, puis le gros avantage c'est que si tu tombes dans la neige, donc tu risques absolument rien. Ah, on est seul au monde, la station nous appartient, les pistes nous appartiennent. C'est la première fois que je fais en descente de piste carrément et c'est sensationnel, quoi. C'est une notion de glisse et de pilotage de vélo qu'on ne connaît pas avec les VTT classiques, quoi. C'est fabuleux. Hey, triple buse. Il est maintenant 19h16, le temps d'accueillir notre invité, le journaliste et écrivain Gilles Chapaz, avec qui on va gagner les cimes, les plus belles parois des Alpes. Et d'ailleurs, à l'occasion de la sortie de son dernier livre en solo, alpiniste et grimpeur, raconte aux éditions Glénat. Bonsoir Gilles Chapaz. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez voulu creuser donc cette question, ce mystère qui fascine. Pourquoi est-ce que des hommes vont partir seuls à l'assaut d'une paroi au risque de perdre la vie ? Pourquoi ? Grande question. Alors c'est évidemment le thème de cet ouvrage. Et j'ai essayé d'aller déceler le pourquoi à travers des histoires de solo et des histoires de solistes. Je préfère le mot soliste au mot soloiste. En montagne, on dit soloiste, mais je trouve ça un peu technique, alors que soliste, c'est quelque chose de plus poétique, plus musical. Et on peut considérer que un soliste, quelqu'un qui ouvre une nouvelle voie, qui fait une démarche très personnelle, fait aussi œuvre, je dirais, de création. Donc je trouve que le mot soliste est plus joli. Alors donc on s'est intéressé aux gens qui ont ouvert cette voie-là à travers les siècles, je dirais. Et donc d'abord, et vous ouvrez le livre avec son témoignage, Patrick Edlinger, vous dites que vous avez rencontré Dieu. C'était vraiment un Dieu dans son domaine. Patrick Edlinger qui a des phrases très belles, qui dit « Quand je grimpe en solo, je grimpe mieux, c'est un instant pour moi, juste à moi ». Dieu, c'était son surnom. On l'appelait, c'était dans le milieu de l'escalade, on le surnommait Dieu. C'était un Dieu. C'était un Dieu. Oui, Patrick, moi je me souviens de la première rencontre que j'ai eue avec lui, il avait 19-20 ans, il n'était pas du tout qui il était, qui il est devenu. Et on avait parlé du solo justement parce que c'était sa marque de fabrique. Et je lui disais, mais comment tu peux faire abstraction du vide ? Et il me disait, mais le vide n'existe pas. Je dis, mais comment si par exemple à 200 mètres du sol, tu as les mains moites, etc. Mais pourquoi j'aurais les mains moites ? Le vide, il n'intervient pas du tout dans la performance. Et il avait 19-20 ans. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait intégré la difficulté du solo, mais très très jeune. Et en fait, il ne faisait que des choses qu'il dominait parfaitement. Oui, des voies qu'il avait repérées. Qu'il dominait. Donc évidemment, il était sans corde, il était en solo intégral. Un solo intégral, c'est pas de corde, pas de moyens de sécurité. On peut faire du solo en ayant des systèmes d'auto-assurance. Lui, là, c'était du solo intégral. Et en fait, on le voit grimper. Il était très à l'aise, très facile. Très facile. Il se dominait et ça lui a permis de mieux se connaître. Et c'est pour ça qu'il parle de discipline ultime, en fait. Mais ce qu'on découvre aussi dans votre livre, c'est que cette pratique du solo remonte à l'origine presque de l'alpinisme. Jacques Balmat, 1886, la conquête du Mont Blanc, il part seul. Alors, il part seul en reconnaissance. Et il est le premier, du moins, c'est ce qu'il a raconté, il est le premier à dormir
en montagne. Alors qu'à l'époque, dormir dans un système crevassé, avec des névés, avec des séracs, c'était quelque chose de terrible parce qu'on pouvait rencontrer des esprits malins. On savait pas les légendes de l'époque. Et lui, il a poussé, je dirais, cette limite-là en disant on peut dormir en montagne. Et le lendemain, il s'est réveillé, il a continué. Quoi, voilà. Gilles Chapaz, on n'a plus beaucoup de temps. Demain soir, donc une soirée spéciale avec les auteurs, les alpinistes qui ont collaboré au livre. Oui, parce que c'est important. Ce livre, j'ai fait effectivement un certain nombre de chapitres, mais j'ai demandé à des solistes actuels, des grands solistes actuels, les Daudet, les Marcigny, les Guersen, les Sequinel, enfin, etc. Je leur ai demandé, Julien Irilly, qui est un jeune qui va bien, je lui ai demandé de faire des textes. Et demain soir, à Grenoble, à 19h30, à l'auditorium du musée, on présente ce livre et on va discuter du solo, du risque. Et je pense que ça devrait être une soirée assez sympa. Super soirée en perspective. Merci beaucoup, Gilles Chapaz, d'être passé sur notre plateau. On poursuit avec Good Luck Algéria, un film fort sur une aventure incroyable, mais bien réelle, celle d'un ingénieur grenoblois, Nourdine Bentoumi, qui a représenté l'Algérie aux Jeux Olympiques de Turin en ski de fond, un défi hors norme pour celui qui n'était qu'un simple amateur. Et c'est son frère Farid qui a réalisé le film, un film qui sort aujourd'hui dans le rôle principal, un autre grenoblois, Sami Bouajila. C'est mon fils, c'est lui qui fait les skis pour le championnat. C'est une histoire un peu folle, mais vraie. Mon père est algérien, donc toi aussi. Tu vas faire les Jeux Olympiques pour l'Algérie, en ski de fond. En 2005, Noureddine Bentoumi, athlète amateur, se lance dans un pari. Il fera les Jeux Olympiques. Good Luck Algéria raconte cette aventure. Vous faites quoi là, Sam? Il parle même pas arabe. I'm the Algerian athlete, yeah. Y a pas besoin de parler arabe pour faire du ski. Le vrai, le voici en 2005 aux Jeux de Turin. Défilant derrière le drapeau algérien, il a réussi son pari. 10 ans plus tard, il est toujours passionné de ski de fond. En compagnie de son frère Farid, qui a réalisé le film, c'est parti pour une après-midi de balade en forêt. Ça, c'est des skis du film, ouais, tout à fait. Car Good Luck Algéria, c'est une histoire de famille. Les frères Bentoumi, ce sont ces enfants de l'émigration. Leur père a creusé le tunnel du Mont Blanc. Leur mère était institutrice, ils ont grandi dans les Alpes et le film est ce témoignage de leurs années de jeunesse. Ah, tu m'épuises. Se retrouver avec quelqu'un qui porte au cinéma son histoire et que ça soit son frère qui le fasse, c'est sûr que c'est une super histoire. Les liens du sang, la solidité de la famille, c'est quelque chose qu'on a vraiment hérité de notre père. Quelque part, notre part algérienne. On a des valeurs comme ça, comme les liens du sang, qu'on a hérité très très fort, oui. C'est papa, il dit tout le temps qu'il faut se battre. Non, Stella, j'ai jamais dit ça comme ça. Oh bah oui, non, surtout pas. Si on te traite de sale arabe, tu baisses la tête et puis tu dis merci. Cette comédie douce amère n'évite pas les questions d'aujourd'hui, celles de l'identité, de l'intégration et de la violence sociale. Et j'ai rien demandé, moi. La pauvreté et les inégalités sociales, c'est ça qui gangrène et qui fait qu'à un moment, les gens se crispent sur des identités, quelles qu'elles soient. J'ai vraiment voulu faire un film positif sur l'immigration, sur la mixité et sur le mélange de cultures. Tu sais quoi, je vais aller en Algérie. L'aventure vers les Jeux passera par l'Algérie. Avec ta mère, on ne sait pas tout. Sa quête sportive lui fera faire ce voyage, celui d'un homme entre deux terres, à la recherche de son identité. Aide-moi à qualifier l'Algérie pour les Jeux Olympiques. On termine avec cette proposition étonnante du chorégraphe Denis Plassard aux passants à Albertville. Se faire porter le temps d'une photo pour une série de portraits qui donneront lieu à une exposition dans le hall du Dôme d'Albertville. Le reportage de Cédric Picot et Dominique Semet. C'est un moment où la pause s'impose. À l'arrière du théâtre d'Albertville, les passants sautent dans les bras de Denis Plassard. Très bon. Très bien, là, il y en a une, elle est top. Le photographe-chorégraphe immortalise ses sujets en suspension. Ça fait bizarre, mais bon, c'est une bonne séance de muscu pour mon... Comment dire? Pour mon porteur, quoi. C'est chouette de participer à des idées comme ça qui font vivre la ville, qui font se rencontrer les gens. Et puis si on peut participer un peu à son projet, c'est tant mieux. Le projet Hors Sol, c'est une série photographique de gens rencontrés, portés et photographiés dans la rue. Une initiative basée sur le contact. Dans la société, aujourd'hui, on n'a pas l'habitude d'être porté dans les bras, d'être soulevé, d'être enlacé quelque part. Donc tout de suite, il y a un côté un peu attendrissant dans la relation aux gens. Et les gens sont surpris. Et du coup, ça crée quelque chose, je vois bien dans les visages, ça crée un truc qui est assez étonnant.
À chaque fois, le visage du porteur est caché, le cadre reste fixe et les sujets sont portés. Le chorégraphe Denis Plassard s'est lancé l'année dernière dans ce projet photographique. Arles, Lyon, Nantes, Albertville ou la Slovénie, le dispositif est toujours le même, mais chaque photo est unique. C'est là tout le sel pour moi et où je retrouve un peu mon travail de chorégraphe, c'est-à-dire que c'est d'inventer dans la posture, dans la façon d'être, comment ils vont se mélanger à moi, ce que ça va donner à voir d'eux. J'essaie d'inventer des choses différentes, donc il y a vraiment un travail de composition, mais qui est instantané, c'est-à-dire que je ne m'y reprends pas plusieurs fois. Moi-même, je suis caché, donc je ne me rends pas bien compte comment sont les gens. J'essaie de deviner un peu et de les guider. Je leur parle un peu pour leur dire levez votre jambe, faites ceci, bougez les bras. Après les passants, ce sont les commerçants d'Albertville qui iront dans les bras et devant l'objectif de Denis Plassard. Les clichés seront exposés dans les vitrines de la ville et au théâtre à partir du 1er juin. Et on attend l'expo à ne pas manquer. Enquête de région ce soir à 23h20 avec un premier reportage sur le combat de Philippe Poncet contre la bronchopneumopathie chronique obstructive. Et en seconde partie d'émission, nous vous proposerons un bilan des nouveaux rythmes scolaires 18 mois après leur lancement. Enquête de région, c'est juste après le Soir 3. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. L'info continue sur notre site internet France 3 Alpes pour retrouver tous les reportages que vous avez pu voir ce soir et plus encore. Et puis tout de suite, notre météo régionale et votre